Nous sommes en direct dans votre rubrique Et demain l'Europe, notre nouvelle rubrique Et demain l'Europe consacrée à la construction européenne, au projet de loi européen, avec en sous-jacent toujours cette question, est-ce que la construction européenne arrive enfin à ses limites ? Je vous rappelle que dans quelques jours, les Français, les Européens iront voter pour choisir leurs députés et du coup, pour essayer d'y voir plus clair dans les enjeux, et notamment les enjeux industriels de cette élection de la construction européenne, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de TV Finance Monsieur Le Floch-Prigent. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, monsieur Le Floch-Prigent. C'est toujours un plaisir de venir à TV Finance. Bah, écoutez, pour nous c'est toujours un plaisir de vous retrouver et c'est vrai, ça vient du fond du cœur, monsieur Le Floch-Prigent. Vous êtes entrepreneur, ayant réalisé dernièrement une opération de croissance externe. Vous êtes donc très au courant, très au fait de l'actualité, de la connaissance de la santé de notre tissu industriel. Et ça va être le sens de ma première question. Est-ce que vous pensez, monsieur Le Floch-Prigent, que l'Europe a tué le tissu industriel économique français ? Alors, il y a une partie de suicide et une partie français. Et puis, il y a une partie, effectivement, où l'Europe a joué un rôle. Mais si l'Europe a joué un rôle des difficultés actuelles de la France et de l'industrie française, c'est parce que les fonctionnaires et les gouvernements ont laissé faire l'Europe au lieu de leur dire voilà ce qu'il faut faire. Donc le fait d'avoir créé une bureaucratie, je dirais, soviétique dans l'Europe à Bruxelles, c'est la responsabilité des différents États avant d'être la responsabilité de ceux qui sont des bureaucrates soviétiques. Donc voilà. Bon. Mais incontestablement, lorsque on regarde le tissu industriel européen qui était fantastique il y a de ça 30 ans, il s'est délité en France plus qu'ailleurs, mais pour la raison essentielle pour moi que aux États-Unis et en Chine, on incite à l'investissement et on trouve les moyens d'investir, et en Europe, on réglemente. Donc on a un tissu de normes aujourd'hui qui est incompréhensible, qui est ingérable et qui ne correspondent pas aux normes qui prévalent aux États-Unis, prévalent ailleurs, en Chine, oui. Qui ne sont en rien exigées par l'Organisation mondiale du commerce, et par conséquent, on se retrouve toujours avec des produits en surqualité qu'on ne peut pas faire payer, ou des produits qui sont trop chers pour des tas de réglementations diverses que les autres n'ont pas. Mais pourtant, monsieur Le Floch-Prigent, on pourrait vous rétorquer que la construction européenne, c'est avant tout une construction juridique. Du coup, par la force des choses, l'encadrement est nécessaire. Vraisemblablement. Mais sur l'entreprise, il faut savoir si on est interventionniste et bureaucratique, ou si on est libéraux. Et donc, a priori, la construction de l'Europe a été faite sous une égide libérale, étant entendu que chacun des pays avait la possibilité d'avoir des secteurs d'activité qui étaient sous le contrôle des États. Mais il n'y avait pas de volonté, au départ, d'avoir une Europe qui emprisonne l'ensemble de l'industrie comme elle le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un ensemble de normes insensé, pour moi, insensé. C'est-à-dire que pourquoi fait-on aujourd'hui, par exemple, a-t-on fait autant de réunions sur l'énergie en considérant qu'il y avait une bonne énergie et une mauvaise énergie ? Il y avait une énergie verte et une énergie pas verte, il y avait une énergie... Alors, on en est compte, le temps perdu pour simplement arriver au point où on en est aujourd'hui, à savoir que pour s'en sortir, il faut l'énergie nucléaire, que l'énergie éolienne et solaire est intermittente, que les matériels sont achetés à l'extérieur et par conséquent provoquent une difficulté de la balance commerciale, et que de toute façon, si jamais on veut avoir quelque chose d'équilibré du point de vue énergie électrique, il faut mettre des centrales à gaz et essayer d'avoir du gaz. Et donc, on s'est aperçu avec la guerre en Ukraine, lorsque on a dit on sanctionne le gaz russe, que
l'Allemagne qui avait dit nous sommes 100% énergie intermittente était en fait basée sur le gaz et le charbon. Alors, donc on est en mensonge permanent et en mensonge qui gravite dans la bureaucratie européenne à cause de nous, c'est-à-dire à cause des différents pays et en particulier à cause de la façon dont les Français ont pris le problème en Europe. C'est-à-dire ils ont voulu prendre des décisions, faire prendre des décisions pour montrer qu'ils étaient les meilleurs et qu'ils n'avaient pas envie de les prendre en France parce que ça a été mal vu, donc ils les fait prendre par l'Europe. Donc on s'est tiré des balles dans le pied de façon permanente. Mais donc dans ces cas-là, monsieur Le Floch-Prigent, donc on comprend que selon vous, l'Europe fabrique trop de normes, ce qui c'est pas que selon c'est un discours qu'on entend. J'espère que il n'y a pas que moi qui le dis, parce que ça fait quand même des années que je le serine, et là de plus en plus je dis c'est un sujet majeur. Et c'est effectivement une vision que l'on retrouve beaucoup au sein du tissu économique français. Selon vous, comment faut-il réorienter auquel cas la construction européenne, et peut-être même sous l'angle économique, industriel? Je pense d'abord qu'il faut que chaque pays retrouve un peu son assiette industrielle et chaque région. C'est-à-dire qu'on arrête de dire vous devez tous faire pareil. Et la France est un pays insupportable à cet égard parce qu'on dit vous devez être tous pareils, vous devez être tous pareils. Non, quand tu es en Vendée, en Alsace, dans le Nord ou à Marseille, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc on a des industries différentes. Bon. Et là, on essaie de mettre sous le même chapeau toute l'industrie. Alors vous vous souvenez qu'à un moment, on trouvait que si jamais deux Européens se liaient entre eux et faisaient une grande entreprise, c'était pas bien parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Et puis, à la fin, eh bien, il se trouve que chacun des deux a pu être acheté par les États-Unis ou la Chine. Comme ça, effectivement, il y a eu de la concurrence, mais pas plus inter-européenne, mais inter-européenne. Donc, on voit bien qu'on n'a pas réfléchi suffisamment à ce qu'était l'industrie. Et ce que j'essaie de faire en ce moment, par toutes les conférences que je fais, par les colloques, par les conférences, c'est d'essayer de faire comprendre ce qu'est l'industrie. L'industrie, c'est d'abord quoi ? C'est d'abord des filières industrielles. Plus personne ne fait comme autrefois dans les arsenaux. On faisait la fonderie, l'usinage, et à la fin, ils sortaient le canon. Non, ça n'existe plus, ça. Hein, il y a des filières, et il y a une segmentation. Donc, il y a des ensembliers finaux qui achètent des pièces et qui les mettent ensemble pour arriver. Une voiture, c'est un ensemble de pièces avec des N-1, N-2, N-3, un char d'assaut, même chose, un canon, même chose, etc. Pour les personnes qui nous regardent juste 2 secondes, N-1, N-2, N-3, ça équivaut à dire équipementier de rang 1, 2, 3. C'est ça, voilà. C'est ça. Et donc, moi, quand je suis N-2 ou N-3, selon les cas, dans mes petites entreprises, je ne suis pas en rapport avec le client final et l'assemblier final. Je suis en dessous. Bon. Alors, ça, c'est une filière. Et effectivement, si jamais on a fait ces filières, c'est parce qu'on faisait des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'un produit ou une mode de fabrication peut être l'objet de machines qui vont fonctionner à 100% grâce aux multi-clients. Alors que si jamais j'ai une machine pour un client, à savoir ce client final, ben, je la fais fonctionner très peu. Donc, or, les machines ont augmenté avec la précision et donc avec la programmation numérique. Donc on arrive des machines qui autrefois valaient 50 000 euros, maintenant elles en valent 600 000. Mais elles ne feront pas la même chose. Elles sont beaucoup plus productives. Et c'est beaucoup plus productif et la qualité est supérieure. C'est la qualité surtout qui pose problème. Et donc ça, c'est une évolution que je pense, ni la Commission, ni les États n'ont vraiment compris. Et donc, lorsque on parle de réindustrialisation, on dit, on fait, par exemple, sur les batteries, on se dit, voilà, on va faire des batteries. Enfin, les batteries, elles viennent d'où ? Elles viennent d'où ? On ne sait plus les faire parce qu'on n'en fait plus. Et 2, il y a un ensemble de produits qui sont dans ces batteries, d'où ils viennent, comment ils sont fabriqués, où on les achète. Et ça,
ce n'est pas compris par la population, ce n'est pas compris par les hommes politiques, ce n'est pas compris par les médias en général, sauf TV Finance, parce que, effectivement, on n'a pas eu la culture scientifique et la culture technique et la culture industrielle suffisante. Ce que vous voulez dire, c'est que la mondialisation a tué la construction européenne ? La mondialisation a tué la construction européenne parce qu'elle n'était pas intégrée dans la... On a fait la construction européenne en pensant qu'on était tout seul au monde, et on se retrouve, gros gens comme devant, avec des normes et les autres qui ont fait les produits et qui viennent nous voir en disant toc toc, est-ce que je peux vous donner une voiture électrique à moitié prix, ça vous intéresse ou pas? Alors monsieur Biden dit non, va des rétro satanas. Nous on dit peut-être, on sait jamais. Voilà. Mais du coup, par la force des choses, sur le papier, c'était quand même une très bonne idée ce que vous dites. En fait, donc en gros, la mondialisation a tué la construction européenne. Le libre-échangisme européen aussi, finalement, n'est pas une réussite, on peut le dire. Non. C'est pas possible parce qu'on n'a pas réfléchi suffisamment. On a réfléchi, mais on n'a pas voulu prendre de décision. On n'a pas voulu prendre de décision. Donc il fallait réfléchir. C'est-à-dire que le fait d'être correct n'exclut pas le fait d'être malin. J'ai une société à l'intérieur de mon périmètre qui marche bien et qui est compétitive. Bon, alors on dit il faut faire la compétition, donc vous allez faire un appel d'offres. Bon, ça n'empêche pas de dire j'aimerais mieux que ce soit mon pays qui gagne, et par conséquent je vais faire l'appel de telle façon que mon pays ait une chance de gagner. Non, là on a quand même, dans un certain nombre de secteurs, des gens qui disent si jamais j'ai un produit de l'extérieur, c'est beaucoup mieux parce qu'il est plus solide, parce qu'il est meilleur, parce qu'il est moins cher. Et il est moins cher. Bon, voilà. Mais même j'ai un exemple, hélas, de sociétés nationales payées par le contribuable, où je suis moins cher, je ne suis pas pris parce que l'acheteur considère que en Allemagne, en Autriche, c'est beaucoup plus solide et c'est beaucoup mieux. Ce qui n'est pas le cas. C'est-à-dire, j'accepterais le propos si jamais c'était la vérité. C'est pas la vérité. Donc ça veut dire qu'il faut faire comme les Américains, comme les Chinois, repenser à une forme de protectionnisme, mais cette fois-ci pas européen, national. Soft. National et européen, si vous voulez, mais soft, c'est-à-dire en disant, nous ne pouvons pas être exclus des grandes filières dans lesquelles nous sommes, parce que nous avons besoin de ces filières pour nous développer. On peut pas se tirer des balles dans le pied inutilement, c'est pas la peine. Il faut rester... Donc comment rester compétitif dans les filières, c'est un vrai sujet. Comment avoir le personnel et conserver le personnel qu'on a formé, parce qu'aujourd'hui le personnel qu'on forme part à l'étranger, les meilleurs partent à l'étranger. C'est pas terrible comme résultat. Donc on manque de matière grise en fait. En réalité, le nerf de la guerre, c'est le dépôt de brevets. Mais on a tout compris une recherche-développement par rapport à notre un PIB qui est de l'ordre de 2,2%, alors qu'on sait depuis 20 ans ou 30 ans que tant qu'on n'est pas à 3% minimum, ça n'avance pas. Donc on sait qu'on ne fait pas ce qu'il faut. Mais à chaque fois qu'on peut rogner sur les budgets de la recherche de façon générale, c'est-à-dire au niveau de l'État comme au niveau des entreprises, on le fait en disant on fera ça l'année prochaine. Non, c'est pas vrai. La recherche, l'innovation, ça se cultive comme les plantes. Il faut les arroser, les arroser. S'il n'y a plus d'eau, ça marche plus. Donc c'est ça qu'il faut que les gens arrivent à comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si nous sommes dans cette situation là aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Europe est une construction idiote, pas du tout. Effectivement, c'est une capacité d'un marché unique et de choses. Mais il faut avoir une conception de filière dans les pays, puis essayer de voir si cette conception de filière, on peut la mettre dans des accords avec tel ou tel industriel, non pas pays, mais industriel. Tel industriel a envie de s'allier à un industriel allemand, très bien. Comment il le fait? De telle et telle façon, très bien. Vous avez fait la filière, oui, la filière, et on a cette filière. Bon, ça c'est très bien, mais d'abord, il faut qu'il y ait un industriel qui ait le pouvoir de faire, et que ce ne soit pas l'État
ou quelqu'un d'autre, l'administration, qui ait le pouvoir de faire. Tout ça sert à rien. Donc, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais donc, du coup, par la force des choses, ok, donc on comprend que d'une certaine façon, l'Europe a été trop technocratique, trop bureaucratique. J'ai dit soviétique. Soviétique, ouais, vous avez dit soviétique. Mais du coup, à force d'avoir finalement laissé notre savoir-faire, laissé le savoir-faire européen, français, on ne sait plus faire. On sait plus faire. Alors c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est-à-dire, à un moment, dans les années 2000, pour ne pas les nommer, il y a eu des gens qui ont dit, écoutez, c'est un de mes anciens collaborateurs qui a dit, on n'a pas besoin d'usine, on va faire à l'extérieur. Donc on a compris que le concept majeur était celui de faire de la Chine le manufacturier mondial. Et on l'a laissé faire, on lui a donné tout. Et il se trouve qu'il y a une règle d'or dans notre métier, dans nos métiers, c'est que quand on ne fait plus, on ne sait plus faire. Mais après, les Chinois ont été malins, ils ont fait en sorte qu'on ne pouvait pas investir là-bas sans joint venture, etc. Après, les Chinois ont été malins, et c'est de notre faute de ne pas avoir été malins. On ne peut pas leur en vouloir. Moi, je n'en veux pas. Vous disiez, on peut être dans les clous et être malin. C'est ça. Et ils ont été malins. Ils ont dit, non, quand même il y a des choses qui sont faites chez nous, il faut quand même qu'on ait la possibilité de réagir par rapport à la fabrication, etc. Puis à la fin, vous vous trouvez avec une centrale nucléaire qu'ils peuvent faire, que nous avons faite pour eux, et qu'ils sont susceptibles de vendre à l'extérieur sans trop de difficultés. Donc c'est trop tard, en fait, ce que vous nous dites, monsieur Non, c'est pas trop tard. Parce que la réindustrialisation française, c'est possible, finalement. C'est possible si jamais on s'en donne les moyens, c'est-à-dire si on regarde la réalité. Tant qu'on est dans le rêve, alors je prends un exemple clair, qui est celui qui a été donné d'ailleurs par Fourquet dans ses 2 pages dans le Figaro, et qui dit quand on est devant des difficultés, plutôt que d'essayer de changer la situation, on se détourne. Alors là, les gigafactories et sont magnifiques à ces égards. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne peut pas, en tant qu'industriel, moi je sais que pour prendre les permissions d'étendre mon périmètre habité, etc., c'est 2 ans, 3 ans. Ok ? Bon, là, en plus, si c'est mon terrain, ça va. Si je prends un autre terrain, faut que je fasse l'archéologie, il faut que je fasse le machin, etc. Bon, et puis que je regarde, combien il y a de crapauds et savoir si je vais tuer les crapauds, si je vais tuer les crapauds. Bon, ce qu'a fait le chef de l'État, c'est-à-dire, je dis, il faut faire des gigafactories. Je les fais à tel endroit. Je vais prendre des gens de l'extérieur parce qu'on ne sait pas faire. Je vais les faire à Dunkerque. Et puis Dunkerque, Dunkerque, c'est mon terrain. Je les fais. Je détourne par conséquent la loi. Et derrière ce détournement de loi, on détourne tout. On détourne la fiscalité, parce que moi, je prends la fiscalité. On détourne le prix de l'énergie. On leur dit, vous inquiétez pas, vous allez dans un endroit où l'énergie est décarbonée et pas chère parce qu'elle vient des centrales nucléaires. Vous êtes bien gentil, mais moi, au moment du problème de l'Ukraine, quand on s'est mis à partir dans la folie du marché électricité, où c'était indexé au gaz, où le gaz partait. Moi, je suis passé de 50 € le mégawattheure à 350. Ouais, c'est dingue. Alors, 7 fois plus. Bon, mais si jamais j'étais étranger, je pourrais dire, je vais aller à tel endroit, dans le mois suivant, j'ai toutes les permissions, et je commence à investir, et si jamais j'ai un dégrèvement fiscal, j'ai une subvention, et j'ai un prix de l'énergie. En coup, j'y vais. Alors, si jamais c'est ça qu'on cherche, effectivement... D'autres vous rétorqueraient, monsieur Le Floch-Prigent, que, effectivement, accorder des subventions aux entreprises étrangères qui s'implantent en France, c'est également des emplois à la clé aussi, peut-être. Vous pouvez regarder le nombre d'emplois par milliard. Vous aurez des difficultés à me dire que c'est intéressant. Moi, je fais mieux. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais effectivement, c'est pas sérieux. Cet argument-là, hélas, n'est pas sérieux. Et par ailleurs, donc, on fait un grand plat de 15 milliards, Choose France, 15 milliards. Et combien les entreprises françaises du CAC 40 investissent à l'étranger sur l'année 2023, vous avez une idée ? Non, mais c'est 63 milliards. C'est gigantesque. Ouais. 63 milliards. Donc c'est pas ça le sujet. Donc si jamais
sur un certain nombre de produits, les industriels français, les grands industriels français avaient le sentiment qu'ils peuvent gagner de l'argent en France, ce qui n'est pas le cas, eh bien, ils diraient, voilà comment je vais investir, et voilà comment les N-1 et les N-2, moi je suis plutôt N-2, pourraient investir. Mais moi je ne sais pas. Bon, là, sur l'automobile, vous savez qu'est-ce qui va arriver On était à 2,5 millions d'automobiles fabriquées en France. Vous savez combien on va en faire demain ? 1 million. 1 million, ok. Où sont partis ces 2,5 millions ? Vous savez où c'est ? En Chine. Non. Aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Roumanie. Au Maroc. Au Maroc, on est parti de zéro, on est à 2,5 millions dans 4-5 ans. Où les voitures thermiques sont interdites, donc on enlève tout. Où est-ce qu'on fait les voitures thermiques ? Pas en Europe. Au Maroc. Bon. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez aussi... donc on se tire des balles dans le pied, ça c'est un réglementation. Mais sous l'égide de la bonne pensée environnementale, écologique. Si jamais vous arrivez à me démontrer que mon diesel est inférieur à toutes circonstances à la voiture électrique, en empreinte carbone générale et en pollution, les poules auront des dents. C'est impossible. Il faut se lever tôt, mais effectivement, c'est vrai qu'on entend par-ci donc on a fait là une erreur historique, et il faut regarder comment s'est faite l'erreur historique. Mais cette erreur historique a été faite par l'Europe, certes, mais avec la complicité de tous les pays États, européens en fait, qui ont considéré que c'était comme ça qu'ils allaient se faire réélire. Donc voilà, moi je considère que c'est une erreur tragique, que grossièrement l'automobile, ça irrigue un petit tiers de l'économie européenne qui a été bousillée complètement par... Et c'est quand même... Là, sur l'exportation, c'est un tiers des exportations européennes. Si j'ai bien compris, très récemment, l'Europe va imposer des droits de douane sur notamment les produits, les véhicules en provenance de Chine. On est peut-être un peu en train de réorienter la tendance. Mais c'est un peu tard. Vous dites que c'est tard. Mais donc ça veut dire... Donc ça veut dire que sur un grand nombre de secteurs, on a pris... Il faut regarder le secteur de la santé. Le secteur de la santé, on a réglementé, on a fait la surréglementation, on a fait des prix inférieurs, etc. Bon, maintenant, quand j'ai commencé à avertir, j'ai dit, vous savez, il y a 40 produits qui sont des produits courants de pharmacie que vous ne trouvez plus en pharmacie. Bon, personne n'a rien dit. Quand j'ai dit ça, maintenant, on n'est plus à 400, on est à 4000. Les pharmaciens se mettent en grève en disant qu'il faut quand même changer de braquet. Bon, voilà. Donc il n'y a pas d'anticipation. Alors c'est un des points fondamentaux que je voudrais souligner, puisque j'ai l'occasion à télévision de le dire. Premier sujet, quand on fait une loi, quand on fait un décret, quand on fait ça, quelle est l'étude d'impact ? Il faut apprendre à faire l'étude d'impact. Mais c'est pas fait, c'est jamais fait. Il n'y a pas aucune étude d'impact. L'étude d'impact sur le nucléaire, elle n'a pas été faite. On ne sait même pas pourquoi on est passé de 75 à 50 au moment de et l'ensemble des acteurs, Madame Royal, Monsieur Hollande, etc., on dit, Monsieur Valls, on dit non, c'était 50, on a sorti de notre chapeau 50. Il n'y a pas d'étude d'impact. Or, il suffit de faire une étude d'impact. Et après, quand on a pris une mesure, comme la loi qui conduit à toutes les difficultés des collectivités locales aujourd'hui sur, alors je sais plus, c'est climat et résilience. Climat et résilience. Bon. Avant de faire quoi que ce soit, faisons une étude d'impact. Et faisons un retour d'expérience, parce qu'on a fait une loi. Et tout ça prend du temps, le retour d'expérience, en fait. Il faut un moment, en fait... Mais l'industriel que je suis fait des retours d'expérience permanents. Et moi, ça me prend un mois. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait ça, etc. Est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé ou non, etc. Bon, est-ce que... Je fais des retours d'expérience sans arrêt. Donc, c'est constitutif d'un bon fonctionnement de l'économie. Il faut faire des retours d'expérience et faire des études d'impact. Ce n'est pas fait aujourd'hui. Et par la force des choses, ça veut dire que quand M. Emmanuel Macron nous annonce qu'il souhaiterait que la part de l'industrie dans le PIB français passe de 10 à 15% d'ici 2030, il n'y a pas eu d'études, c'est juste démagogique. C'est intéressant. J'adhère à l'idée que c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait même arriver à 20%. Simplement, le sujet, c'est dire comment on fait. Et comment on fait, il faut faire ce que j'ai dit, c'est-à-dire des études d'impact et repenser les filières, etc. Et c'est repenser. Les filières savent où elles en sont. Il y a à certains moments, dans la filière nucléaire, on dit non, telle entreprise est en train d'être vendue, halte au feu, il ne faut pas la vendre. Voilà, donc il y a des réactions. Les industriels eux-mêmes des filières ont ça. Simplement, ce qu'il faut remarquer, c'est que les industriels
organisés dans le paritarisme, les syndicats ont perdu la boule. C'est-à-dire aussi bien le MEDEF que les syndicats CGT, CFDT ont perdu la boule de ce qu'est la prospérité. La prospérité, c'est l'industrie, comment on la développe. Aujourd'hui, la CGT ne parle plus de l'ouvrier. Non, en fait, la France a été coincée le doigt toute seule dans la porte en étant un peu le chantre du libre-échangisme, de la mondialisation, etc. On en paye les pots cassés, en fait, aujourd'hui. Voilà, exactement. Et disons qu'aujourd'hui, quand j'entends les syndicats, je dis, est-ce que vous défendez la prospérité ou non ? Moi, je suis fâché. Et je l'ai dit à la télévision, je suis fâché de l'accord qui a été passé à la SNCF revenant sur l'accord des retraites. Je pense que notre sujet aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on travaille plus et qu'on produise plus. C'est ça le sujet. Si jamais on ne travaille pas plus et on ne produit pas plus, nous sommes foutus, c'est clair. Je ne dis pas qu'on est foutus, je dis simplement qu'il faut avoir un sursaut pour dire, oui, effectivement, il y a quelque chose à faire, et ce quelque chose à faire, c'est dans ce sens. Et lorsque je vois l'accord de la SNCF, on dit, voilà, je vais partir en retraite plus tôt, je vais être payé sans rien faire. Je dis non, vous voyez, on a eu du mal à passer de 60 à 62, et puis maintenant, on passe de 62 à 52, donc, où est-ce qu'on a, Et j'étais président de la SNCF, par conséquent, je dis à mes anciens administrés, vous avez tort, vous prenez une mauvaise direction. Mais est-ce qu'il y a un exemple à suivre ? Est-ce qu'en Europe, par exemple, il faudrait s'aligner, alors même si on voit que l'économie allemande traverse une période difficile, mais est-ce qu'il faudrait s'aligner sur la vision allemande de la bonne gouvernance économique ? Les Allemands ont fait une gouvernance énergétique absurde. Donc là, et économique plus large, parce que sur le plan économique, l'énergie c'est important parce que je répète qu'une civilisation, un pays doit avoir une énergie abondante, bon marché et souveraine. Et qu'ils ont fait exactement l'inverse en arrêtant le nucléaire, en se rendant dépendant des Russes, etc. Bon. Donc on ne peut pas annoncer un brevet d'économistes distingués, de bonne gouvernance. Pas de médaille Fields pour les Allemands. Du point de vue des entreprises. Oui, bien sûr. Les entreprises allemandes ont une capacité de résilience importante, de bonne. Vous avez des entrepreneurs aujourd'hui qui ont commencé dans l'entreprise en étant alternants, qui n'ont pas comme le sacro-saint bac à 80% que nous avons. Il y a une culture de l'entreprise, une volonté que l'entreprise industrielle se développe là qui était incontestable. Différente de celle française. Nous avons des leçons à prendre à cet égard. Pas sur l'énergie, non. Sur ce sujet, oui. Bon, alors maintenant, les Allemands, devant le problème énergétique, mes amis allemands, parce que j'ai quand même beaucoup d'amis allemands et je les respecte beaucoup, se disent, mais si je dois investir, compte tenu de l'erreur commise par les différents gouvernements allemands, etc., est-ce que j'ai intérêt à investir en Allemagne ou pas ? Et ils disent, mon intérêt d'investir aux États-Unis. Et donc aujourd'hui, un certain nombre de grandes entreprises allemandes sont en train de dire, on va abonner l'Allemagne pendant un certain temps en attendant qu'ils se réveillent. Avec l'Inflation Reduction Act américain, c'est sûr qu'il vaut mieux s'implanter aux États-Unis maintenant plutôt que de perdre des marchés. Voilà, c'est ça. Alors c'est ça qui est en train de se passer. Donc la limite de l'exercice, pour moi, c'est que si jamais je n'ai pas une raison de compétitivité, et la compétitivité énergétique est fondamentale, j'ai intérêt à partir. Et alors, nous avons énormément de difficultés. Nous, en France, on les connaît. C'est-à-dire qu'on a des charges sociales importantes. C'est-à-dire quand j'augmente un salarié qui a un bon salaire de 100 €, ça me coûte 430 €. Parce que les bas salaires, c'est bien, mais quand on est les hauts salaires, paf. Le type, il a intérêt, pour l'argent que je paye, à partir en Suisse, ou en Allemagne, en Italie. Donc, il y a un vrai sujet qu'il faut qu'on traite. Mais on avait une possibilité de s'en sortir grâce
à l'énergie qu'on payait finalement, l'énergie électrique, on payait la moitié. On était les champions en Europe, on maîtrisait très bien cette énergie. On payait la moitié, c'est pas la peine. Mais ça, c'est ce que vous disiez la dernière fois quand vous êtes venu chez nous, finalement, c'est l'ouverture, le libre, la bourse européenne de l'électricité, de l'énergie qui est tout... c'est une horreur. C'est une horreur. C'est ce qui a conduit aux difficultés de l'entreprise française et qui n'a pas été vu, et sur lequel le gouvernement actuel ne veut pas voir. C'est-à-dire qu'il ne veut pas voir la difficulté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de traité sur l'énergie en Europe. Donc on peut sortir des accords quand on veut. Et on peut dire, voilà, puisque mon énergie n'est pas chère, c'est à ce prix-là que je la vends. On peut sortir des accords européens, ça équivaut à finalement initier peut-être un mouvement de... Je dis simplement que l'Espagne et le Portugal l'ont fait. Je ne vois pas pourquoi on ne l'a pas fait, puisque notre énergie est encore moins chère que celle des Espagnols et des Italiens. Alors que maintenant, les Italiens et les Espagnols, pas les Italiens, les Portugais et les Espagnols ont une énergie moins chère que nous, alors que... Et des niveaux de croissance en tant qu'industriel. Moi, je continue à galérer. Bon, alors j'essaie de me dire que ça risque de doubler. J'essaie de me dire qu'il faut que je prenne 5 ans. Comme ça, j'ai une visibilité et je peux savoir comment je fais. Mais je suis fâché à l'idée que je pourrais avoir l'électricité 2 fois moins chère que celle que je vais payer parce que mon pays est effectivement un dispensateur d'énergie pas cher. Donc, je vois pourquoi on m'a tiré une balle dans le pied. On continue à me la tirer. Aujourd'hui. Alors je suis passé de 350 à... ça dépend des coûts, mais je suis pas à 50. Je suis pas revenu à 50. Et lorsque un étranger arrive en disant je vais vous graser gratis, on lui dit on a l'énergie pas cher, il est à 50. C'est ça que vous dites, pourquoi pas moi Pourquoi pas moi Donc, moi, je suis français. Moi, j'ai choisi, je vais prendre Choose France, moi, j'ai choisi la France. J'ai choisi la France depuis 60 ans que je suis industriel. J'ai choisi la France. J'essaie d'être toujours en France et de m'implanter et de continuer à développer la France. Et pendant ce temps-là, il y a des types qui arrivent, qui Choose France, et puis on leur dit, vous mettez le tapis rouge, comme ça, vous pouvez, mais les autres peuvent crever. Or, aujourd'hui, il y a 400 entreprises petites et moyennes qui crèvent chaque mois. Alors, il y a dedans, il y a des gens qui, de toute façon, ont mal géré. Mais il y a, je l'observe, un certain nombre d'entreprises qui s'en vont parce que les gens en ont marre d'avoir des fins de mois difficiles, d'avoir le fisc sur le dos, d'avoir surtout l'ADREAL, c'est-à-dire l'organisation régionale de l'environnement, qui arrive et qui arrive avec leurs crapauds et qui dit voilà, vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas ça. Donc les DREAL sont un des cancers de l'industrie petite et moyenne. Parce que les gros, ils n'osent pas trop y aller, mais les petits, c'est de la chair à canon. De la chair à canon, ce sera le mot de la fin, monsieur Le Floch-Prigent. C'est un plaisir. Écoutez, comme toujours, c'est le cas quand vous venez. Et je suis à votre disposition pour parler de mon sujet favori, le seul qui m'intéresse aujourd'hui, qui est le développement de l'industrie française. Écoutez, on vous retrouvera très vite sur le plateau de TV Finance pour en discuter, avec plaisir. Écoutez, mettons-nous d'accord sur une date prochaine et on vous réécoutera avec plaisir, monsieur Le Floch-Prigent. Je vous présente plus, vous êtes un entrepreneur français, spécialiste du tissu économique français et vous représentez bien les entrepreneurs de notre pays. Merci beaucoup, monsieur Le Floch-Prigent. De notre côté, écoutez, on marque une page de publicité. Je vous souhaite une bonne fin de journée sur TV Finance et on se retrouve demain matin à 8h55 pour une nouvelle édition de notre live de TV Finance. Très bonne journée.